Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Les personnes en ligne. Oui, on t'entend. Bien. Donc, bonjour à toutes et à tous pour ce midi-conférence organisée dans le cadre des activités du Centre de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, l'intitulé de la conférence sera Quand les crises deviennent terrain de recherche, produire du savoir en santé publique, quand tout s'effondre. Euh, pour cette conférence, nous avons la chance et le privilège d'accueillir parmi nous la professeure Michel Kousremili Asmar, dans le cadre d'un programme d'accueil de missions scientifiques dans les universités québécoises de chercheurs et professeurs libanais et libanais, financé par le Conseil national de recherche scientifique du Liban, l'Agence universitaire de francophonie Moyen-Orient et les fonds de recherche du Québec. Donc, avant de commencer, je me présente, je suis Hassan Alami, professeur en analyse des systèmes de santé au département de gestion, évaluation et politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je suis aussi l'un des co-responsables de l'axe sur le thème résilience des soins, des systèmes de soins et services de santé du Centre de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Donc, pour commencer, la conférence va durer une petite heure et la professeure Asmar va faire une présentation d'une quarantaine de minutes. Après, sera suivi, je pense sera suivi par des questions. Là, nous n'allons pas tarder parce qu'on est déjà un peu 3 minutes en retard. Je vais commencer par présenter la professeure Asmar rapidement parce que la feuille de route est pas mal fournie. Donc, elle est fondatrice et directrice de l'Institut supérieur de santé publique de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Elle est chercheure expérimentée en santé publique, titulaire d'un doctorat en gestion, concentration santé à l'Université Paris-Dauphine en France, maîtrise de l'administration de la santé à l'Université de Montréal, et un diplôme supérieur en santé institutionnelle de l'Université Concordia ici au Canada aussi, un baccalauréat en sciences de l'Université américaine de Beyrouth. La professeure Asmar détient plus d'une trentaine d'années d'expérience dans des contextes fragiles d'urgence au Liban et ailleurs. Il a contribué en tant que membre de ce projet, en tant que membre au projet de réforme du secteur de la santé libanais financé par l'Union européenne dans les années 90. Il possède une solide formation académique en enseignement et est activement impliqué dans plusieurs projets de recherche au Liban et à l'international. Il a une diversité d'intérêts de recherche et de collaboration qui touche à la collaboration, à la coordination interprofessionnelle, le handicap et l'inclusion, la gestion à la santé, la qualité, les systèmes politiques, les systèmes et politiques de santé, partenariat public-privé, la gouvernance et le renforcement des systèmes de santé. Dr Asmar aussi est fondatrice et présidente de l'ONG Include, qui promeut l'inclusion des enfants, des jeunes, des adultes ayant des besoins particuliers de la société libanaise. Include est le concepteur et investigateur de projets de formation inclusive pour des jeunes handicapés en situation de handicap mental et intellectuel de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth. Elle est aussi membre fondatrice et déléguée libanaise du réseau arabe de collaboration interprofessionnelle qui fait partie de l'Interprofessional Global, la Confédération mondiale pour la formation interprofessionnelle. Là, c'est juste un aperçu comme j'ai dit, de la riche feuille de route de la professeure Asmar. Michel, à toi la parole. Merci Hassan. Merci beaucoup. Merci aux présents dans la salle et merci à ceux qui sont en ligne. C'est un plaisir de partager cet échange avec vous. Quand on m'a proposé, je me suis dit qu'est-ce que peut quelqu'un qui vient du Liban apporter aux personnes à Montréal dans la santé publique. Et en creusant, je me suis dit notre point fort, c'est les crises. Bon, allons-y sur ce terrain-là et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut vraiment discuter. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est à partir d'un vécu, d'une réalité, d'un terrain assez problématique sur les années 2019-2025, je ne vais pas aller plus loin que ça, essayer de réfléchir ensemble sur la santé publique, les recherches et ses pratiques dans un contexte d'instabilité comme celui du Liban, et réfléchir ensemble aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en situation d'urgence, quand on est face à des responsabilités, et qu'est-ce que ça signifie faire de la recherche en santé publique. Surtout quand tout ce qui est autour de nous s'effondre, quand les systèmes, les institutions et même parfois les repères que nous avons ne sont plus les mêmes.
Donc, voilà pour l'entrée en matière. Donc, ma première question pour vous, c'est d'après vous, entre 2019 et 2025, par combien de crises est passé le Liban? Juste comme ça, un chiffre. Voilà. Ok, j'ai un 3. Marat, tu ne peux pas parler, toi. 5, 5, 4. 4. Bon, on va y aller. Donc, depuis 2019, on a commencé par une crise qui a démarré par une augmentation de la taxe. Donc, c'est financier. Il y a eu une réaction, une révolution financière qui a été suivie, qui a vu un monde, vraiment une population énorme dans les rues et qui est restée dans les rues pendant très longtemps. Et l'augmentation de la taxe était très minime en fait, mais ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Elle a été suivie en 2020 de Covid. Suite à, après ça, crise environnementale, déchets dans les rues, blocage de tout ce qui est pollution, etc. Par la suite, 2023, nous avons fait face à complètement un désastre social, politique complet, avec d'évaluation, 90% d'évaluation de la ville libanaise, donc blocage du système bancaire, etc. Le summum, c'était l'explosion du 4 août 2020, qui est la troisième plus grande explosion après les deux grandes explosions nucléaires qu'on connaît, et qui a fait des dégâts monstres au Liban, et beaucoup de blessés, beaucoup de personnes décédées. Et depuis 2023 en parallèle, 2023 2024 jusqu'à ce jour, donc il y a des guerres ciblées avec des attentats et une escalade majeure. Donc, comme vous voyez, les crises auxquelles nous avons fait face ne sont pas des crises simples, elles ont été en parallèle, elles ne sont pas additives, elles sont exponentielles parce que le fardeau est lourd pour tout le monde. Et la défaillance a touché absolument tout le système. Pas seulement la santé, mais absolument tout. Et comme on sait, la santé, on la retrouve un peu partout. Donc, contexte financier, contexte politique, contexte social, protestation, pression, etc. Donc, suite à ça, pourquoi et quel sens ça fait de faire de la recherche en santé publique quand tout s'écroule? Est-ce que ça a vraiment du sens? Quand on n'a rien qui fonctionne autour de soi et qu'on est dans ce domaine-là et qu'on est sur le terrain, est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait dû faire? Est-ce qu'on fait de la recherche? Est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce qu'on essaye de ne rien faire? Parce que finalement, quand rien ne marche, on se dit pourquoi essayer? Pourquoi aller de l'avant? Est-ce qu'on observe uniquement? Est-ce que c'est notre rôle? Ou bien est-ce que en tant que personne à l'université, donc qui avoir un rôle de pousser pour la connaissance, le savoir, et faire émerger de nouvelles données, de nouveaux savoirs. Est-ce qu'on devrait s'adapter? Est-ce qu'on devrait se réinventer? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour produire du savoir? Et donc, pour répondre à cette question-là, je vous propose d'abord de donner une réponse préliminaire et ensuite de vous faire passer à travers cette réflexion. Donc, l'expérience, et mon expérience personnelle, mais aussi celle de mes collègues à l'Institut, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'observer. On ne peut pas rester là et juste regarder et dire les choses vont se rétablir d'elles-mêmes ou ne vont pas se rétablir. Et on n'a pas cette responsabilité. Et donc, notre réponse était, il fallait qu'on s'adapte, il fallait qu'on s'engage. Il y a un engagement, une responsabilité. Il faut qu'on se réinvente, trouver d'autres moyens que les moyens qu'on connaît, les moyens habituels, en classe, à échanger. Et il faut qu'on puisse produire du savoir en temps réel, malgré l'effondrement et dans l'effondrement. Et donc, je vous propose donc d'aller à travers cette réflexion dans un plan en 6 points. Et ce plan serait d'abord de vous montrer comment on va construire le savoir, comment on va travailler avec les autres, parce qu'on ne peut pas passer ça à travers ces crises-là seul. Ce qu'on fait, est-ce que ça influence les politiques et est-ce que ça devrait ou pas? Comment on fait pour renforcer le système de santé, devenir un agent de transformation de ce savoir et de façonner l'avenir, mais aussi d'avoir cet acte de résistance intellectuelle, pas seulement politique et patriotique, mais intellectuelle dans ce rôle-là. Donc, je vais commencer par le premier point.
Vous avez à droite, et c'est écrit en arabe, je vais vous expliquer, une photo ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était la révolution. Et quand la révolution a commencé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On continue à donner nos cours en classe, normalement, en faisant abstraction de ce qui est à l'extérieur. Et puis on s'est dit non, notre rôle est aussi d'être à l'extérieur et dans la masse, et avec les citoyens dans la commune. Et ce qu'on a fait, nous avons diffusé une invitation dans laquelle étudiants, professeurs et agents administratifs de l'institution étaient présents. Nous avons monté une tente sur le terrain, en bas. On a passé une journée complète et on recevait les citoyens de tous les bords et de tous les backgrounds. Et on échangeait avec eux, sur un genre de focus group improvisé, sur le système de santé et leurs besoins et leurs demandes, leurs perceptions. Et nous avons fait ça pour recueillir ces informations, pour alimenter les données, parce que puisqu'il y a un mouvement populaire et un mouvement citoyen, c'est le moment d'écouter. Et c'était la seule chance que nous allions avoir de toucher vraiment. On ne pouvait rêver mieux que d'avoir un public aussi large. Mais ce n'était pas sans défi. Évidemment, on tombe sur des informations qui sont fragmentées, des fois peu fiables, manquantes, parce que c'est la perception des gens, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le système, il y en a d'autres qui connaissent mieux. Mais il y a aussi tout l'accès et la logistique. Donc, parce que dans un mouvement comme ça, il y a de l'insécurité. Est-ce qu'on a la responsabilité de nos étudiants, de nos équipes? Qu'est-ce qu'on fait? On les met sur le terrain, on ne les met pas. Ça peut dégénérer, ça peut aller dans un mauvais sens. Il y a des restrictions de mobilité, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. On ne sait pas qui est face à nous, de quel bord, quelle politique, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui ne se dit. Mais il y a aussi toute la question éthique, la pression. On ne veut pas nuire, on veut faire du bien. Donc, comment faire? Quelles sont nos limites? Où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on ne peut pas aller? Mais aussi, on est face à un dilemme méthodologique. Si on veut faire de la recherche, on a tout l'aspect méthodologique, la rigueur, mais on est ici face à une urgence. On veut le maximum d'informations, mais en même temps, on doit faire attention à la façon dont on fait pour que ça ait un sens. Et toute la pression sociale, est-ce que c'est une priorité de faire ce travail-là ou est-ce qu'il y a autre chose à faire parce qu'il y a de l'aide, il y a d'autres domaines où c'est plus prioritaire. Donc ça, c'est sur le plan des défis. Sur le plan des opportunités, il y a finalement les crises sont des opportunités, qu'on le veuille ou pas. Elles permettent de mettre tous ces systèmes à nu. Elles nous donnent une opportunité unique avec un sentiment de réceptivité qui est plus élevé. Les gens sont plus réceptifs, ont envie de débattre, ont envie de parler, ont envie de partager. Et donc, c'était vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une opportunité unique. Mais, et son utilité, en fait, c'est d'avoir des réponses dans l'immédiat, alors que dans le temps normal, on aurait pu être différé dans nos résultats, dans les contacts, dans les résultats. Donc là, c'était vraiment en temps réel. Et en même temps, ça nous permettait de créer cette collaboration avec des gens de milieux auxquels on n'aurait pas pensé, on n'aurait pas imaginé. Quand on fait de la recherche, des fois, on va par habitude vers la zone de confort, les gens qu'on connaît. Mais là, on sortait de la zone de confort et on arrivait à discuter. Puis, par la force des choses, on tombait sur des personnes avec qui ça pouvait créer une continuité par la suite. Et effectivement, c'était une expérience unique et un apprentissage unique, tant pour nous en tant que professeurs, mais aussi pour nos étudiants. Donc, si on veut dégager de cette expérience-là quelque chose, le message que moi j'aimerais transmettre, c'est en fait, en construisant le savoir, c'était une façon de s'engager. Une façon de s'engager pour comprendre, pour nous, pour transmettre à nos étudiants de nouvelles choses, pour écouter, mais aussi pour agir dans le futur. Deuxième point que j'aimerais soulever, c'est le contexte de la collaboration. Et là, je vous donne quelques exemples. Durant cette crise, nous n'avons pas agi seuls. Nous avons agi, je vous donne 3 exemples de projets. Un projet sur les audits néonataux et la mortalité dans la population des réfugiés syriens, qui a été fait avec l'UNHCR. Et donc, c'était un projet qui s'est répété sur plusieurs années et ils ont fait appel à nous. Et c'était une façon de venir, par ce qu'on faisait sur le terrain, alimenter et améliorer la prise en charge des personnes vulnérables, des personnes fragiles, et d'essayer d'améliorer la qualité des soins et la mobilité, la mortalité liée à ces personnes-là. Et c'est un projet qui a impliqué des étudiants, des partenaires de l'université, et on était sur tout le territoire libanais. Et c'était en temps réel. Donc, on recevait un cas, on recevait un coup de fil, on disait, il y a une femme qui a accouché, voilà, il y a ce cas. Et automatiquement, les personnes qui travaillaient sur le projet entraient en contact avec la famille, avec l'hôpital,
et on récoltait toutes les données. Et ça s'est fait pendant 3 années d'affilée. Un deuxième projet, et c'est un projet sur la santé mentale, parce qu'effectivement, quand on fait face à des crises multiples, la santé mentale est fragilisée à tous les niveaux. Et donc, c'était important de travailler sur la population des réfugiés, mais aussi la population libanaise. Et ça, c'était un projet avec la London School. Donc, c'était un projet partenariat académique. Et il s'est fait avec le ministère de la Santé libanais, des ONG qui travaillent dans le secteur, et le programme national de santé mentale. Et à partir de ce projet-là, il y a eu plusieurs publications qui se sont faites et c'était vraiment un exemple d'un partenariat assez multilatéral où il y avait différents éléments qui entraient. Un troisième projet, et je vais revenir sur ce dernier projet un petit peu plus loin, c'est ce qu'on a appelé le partenariat public-privé entre les hôpitaux privés et les hôpitaux publics pour renforcer les soins intensifs dans les hôpitaux publics. Et là, c'était un projet qui ciblait à développer un réseau fonctionnel d'hôpitaux publics par le soutien des hôpitaux privés. Le système de santé libanais est majoritairement privé pour qu'il ait un impact à long terme sur la performance et l'amélioration. J'utilise le terme résilience que je n'aime pas, mais je l'utilise quand même, et la préparation du système de santé dans l'avenir pour faire face à des catastrophes. Et c'était un projet qui, bien que ciblant les soins intensifs, aujourd'hui, il est parti au-delà. Donc aujourd'hui, il y a des partenariats qui se sont faits à ce moment-là, qui se sont développés en réseau de santé, qui se sont développés en soutien au niveau de la gouvernance, au niveau des soins infirmiers. Donc c'est parti au-delà de ce qu'on imagine. Et il y a 3 publications qui sont sorties ou en cours de sortir de ce projet. Autrement dit, face à la crise, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas travailler seul. Si on travaille seul, on répond à vraiment un micro-élément et on n'arrive pas à avoir la vision globale et holistique de la situation. Notre façon de faire à l'Institut, c'est que nous travaillons avec d'autres universités, nous travaillons avec des hôpitaux, des ministères, des ONG locales et internationales, les ordres professionnels, mais aussi les organisations internationales comme l'OMS, comme l'UNICEF, etc. Et en fait, cette façon de collaborer est une nécessité. Je ne vous cache pas, elle est difficile. Ce n'est pas quelque chose à le dire comme ça, on dirait que c'est facile, mais ce n'est pas facile de collaborer et d'amener les gens à s'engager et à travailler sur des objectifs en partenariat. Mais c'est la seule façon de traverser une crise. Mais quand on en a plusieurs, c'est encore mieux quand on est ensemble. Mais c'est aussi un espace de solidarité intellectuelle et humaine. On a besoin de se soutenir mutuellement dans cette phase-là. On a besoin de s'entraider, on a besoin d'être complémentaires, d'apporter nos points forts et de comprendre nos limites et de se les faire complémenter par d'autres personnes, d'autres individus. Mon troisième point, c'était comment, en période de crise, est-ce qu'on peut influencer les politiques publiques. En fait, ce que nous avons essayé de faire, c'est de se dire, en tant qu'institution, nous avons un travail et une responsabilité de porter la voix de ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Et donc, nous avons un rôle en termes de plaidoirie auprès de la société, mais aussi en termes de durabilité du savoir. Donc, de créer du savoir qui peut dépasser la crise et durer dans le temps. Et c'est comme ça qu'on a essayé d'orienter les projets de nos étudiants en master de santé publique, mais aussi en doctorat, sur des thématiques qui avaient un intérêt et qui résonnaient pour nos étudiants, mais qui aussi avaient une résonance pour notre société. Je vais prendre juste un exemple ici. Je prends l'exemple du projet sur la Croix-Rouge, la santé mentale et l'utilisation des programmes de support psychologique aux secouristes de la Croix-Rouge, qui étaient très présents sur le terrain dans toutes les crises, que ce soit la Révolution, que ce soit l'explosion, que ce soit Covid. Et là, nous avons pu alimenter et amener à la gouvernance de la Croix-Rouge libanaise des éléments qui vont venir soutenir leurs équipes pour faire face à la suite. Ça, c'est juste un exemple. Un autre exemple vient du doctorat, 2 exemples en fait. Un, c'est sur la loi du cannabis. Une de nos étudiantes qui a soutenu à l'été a fait aujourd'hui partie du comité national. Et donc, son travail a permis, par des focus group dans lesquels elle a amené les différents partenaires à discuter ensemble, à revoir la loi, à la remettre sur la table, à mettre en place un comité national qui traite aujourd'hui de cette loi. Et elle, en tant qu'experte aujourd'hui, elle en fait partie.
Une autre étudiante a travaillé sur la perspective des soins dans les centres de santé primaire qui sont aujourd'hui soumis à l'accréditation. Donc, cette perspective de patient center, qu'est-ce qu'on n'entend pas ça? Comment est-ce qu'on navigue, etc. Et on a un troisième exemple plus haut sur la résistance antimicrobiale. Et notre étudiant qui a soutenu aussi et fait partie des comités internationaux et nationaux. Et son programme a été adopté par l'OMS régionalement pour être appliqué. Donc, c'est une façon de faire du travail, c'est vrai, académique, entre quatre murs, mais aussi avec des retombées qui ont une influence sur notre système de santé à long terme. Je vous donne d'autres exemples, mais que je ne vais pas commenter ici. Donc, influencer les politiques est une forme de responsabilité démocratique. On le fait intellectuellement, mais on le fait démocratiquement. Parce que finalement, nous sommes vraiment, si on veut parler de résistance, etc., c'est une résistance intellectuelle qu'on fait, de manière à apporter ces informations, à alimenter et à contribuer sur le long terme à la durabilité. Mon quatrième point vise le renforcement des systèmes de santé. Et là, je reviens sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure du programme dans les soins intensifs des hôpitaux publics, donc le programme Tuning. Ce projet-là ciblait non pas une aide ponctuelle durant Covid. Il y avait une faiblesse et le secteur public avait besoin de ce soutien. Et effectivement, à ce moment-là, le secteur public a quand même bien porté la crise Covid. Elle a bien géré au Liban. Mais vu le manque de moyens, etc., il avait besoin de ce soutien. Mais le soutien n'était pas uniquement pour Covid. Le soutien était pour renforcer tout le système de santé et remettre le secteur public en tant que pilier du système de santé libanais, sur un même pied d'égalité avec le secteur privé. Et donc promouvoir les partenariats publics-privés dans une perspective de long terme de renforcement du système. Et donc essayer de passer de l'urgence à la réforme structurelle, à la continuité, okay, à l'apprentissage mutuel, aux échanges, au transfert de connaissances entre les partenaires. Okay. Et donc passer de la réactivité à la proactivité. Pendant les différentes crises, on fonctionnait comme des sapeurs-pompiers. On éteignait des feux. Là, on ne peut plus. Là, on doit vraiment tirer des leçons et mettre sur le long terme. Comprendre qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui a échoué. Et donc, cette recherche que nous sommes en train de faire, elle nourrit la reconstruction du système, la reconstruction de la société et la reconstruction du pays. Donc, chacune de ces données, chacune de ces études, aussi minime qu'elle soit, vient s'ajouter à d'autres études qui vont rendre notre système de santé plus juste, plus fort et plus humain. Et donc, tous ces crises-là, tous ces éléments-là, et cette transformation du savoir, cette création du savoir, on doit l'utiliser comme levier de changement. On doit l'utiliser comme... on doit l'utiliser pour alimenter les systèmes qui vont nous permettre de façonner notre futur. On ne doit plus regarder en arrière, on ne doit plus regarder au présent, on doit tirer les leçons d'aujourd'hui pour regarder en avant. Et pour faire ça, en fait, les crises ont été un accélérateur pour nous d'innovation. Ça a été l'opportunité, la brèche qui s'est ouverte et il a fallu rentrer tête première, élargir pour pouvoir sortir des résultats. Et donc, à travers cette transformation du savoir, la création du savoir, on a poussé sur l'apprentissage de nouvelles générations en temps réel, nos étudiants, et on a poussé à la créativité. On ne pouvait plus fonctionner comme on fonctionne normalement, par les méthodes traditionnelles. Il a fallu trouver d'autres méthodes, comme le premier exemple que je vous ai donné, descendre sur le terrain, mettre une tente par la population. Il a fallu faire des liens avec d'autres disciplines. Il a fallu réfléchir à des concepts d'éthique auxquels on ne pensait pas, parce qu'on pensait à des concepts d'éthique liés à la recherche traditionnelle, mais pas à la recherche telle qu'on l'a fait. Comment ne pas nuire, comment respecter les gens qui étaient sur le terrain, comment les écouter sans les mettre dans des difficultés, leur permettre de parler ou d'écouter ou de ne pas parler, mais d'être présent, de participer. Et dans ce créneau-là, il y a deux études qui sont faites. L'une, c'est par le doyen de la faculté de médecine et l'autre, c'est par une autre étudiante en doctorat. Et c'est pour vraiment comprendre et construire, parce que durant la crise, nous avons perdu des professionnels, nous avons perdu des gens compétents. Il y avait un brain drain. Les gens sont partis, par peur, par raison personnelle, quelle que soit la raison, mais les gens sont partis. Et il fallait comprendre pourquoi.
Et l'originalité de l'étude faite par le doyen, c'était de comprendre, pas pourquoi les gens sont partis, c'était de comprendre pourquoi les gens sont restés. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont restés? C'était, bon, on sait qu'est-ce qui a poussé les gens à partir, mais pourquoi il y en a d'autres qui sont restés? Et c'était très intéressant de voir cet aspect-là. Et de bâtir sur ces résultats-là pour l'avenir, comment garder les gens, quoi faire. Et donc, cette recherche pendant cette période de crise sur des éléments comme les professionnels de santé nous prépare à mettre en place un avenir qui est plus solide, plus robuste. Et donc, la recherche dans ce contexte-là devient un acte de résistance intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'en voulant avancer, en voulant comprendre, en voulant faire du travail, on refuse le silence, on refuse de rester en retrait. Et ça devient un acte citoyen. On a cette responsabilité. On n'a pas la capacité à descendre combattre, on ne fait pas partie d'un système politique ou bien d'un parti politique, mais on a une intégrité intellectuelle et on a un rôle en tant qu'académique, en tant qu'université à jouer. On fait partie de cette communauté, on fait partie de la société. On n'est pas limité par les murs de l'université. Au contraire, elle s'ouvre et il y a un échange. Donc, ça devient une expression d'un engagement et d'une responsabilité collective pour préserver la mémoire et éclairer l'avenir face aux crises. Donc, malgré toutes les crises, malgré toute la lourdeur, malgré toute la difficulté, malgré l'horreur de ce qu'on a pu voir, ce n'est pas de l'observation qu'on est en train de faire. On est en train de reconstruire. Et ça prend du temps, mais on apporte notre pierre à cette reconstruction collective. On a un rôle à jouer, on n'est pas seul, on fait partie de cette commune. Donc, si je veux un peu mettre les choses en synthèse, à ce moment-là, les crises que nous avons vécues ont été catalyseurs de savoir et de transformation. Elles sont destructrices, effectivement, elles le sont, mais elles sont aussi accélérateurs de connaissances, et c'est là où la limite est très fragile, et c'est là où on doit savoir prendre cette opportunité et avancer. Et c'est l'urgence de créer du savoir, et c'est le point clé, c'est la production en temps réel. Ce n'est pas des choses qui vont se répéter dans le vécu, tirer ça du vécu. La production de savoir en contexte fragile, elle est difficile, mais elle est essentielle parce qu'elle devient levier d'action, le levier de transformation. Et comme je vous l'ai montré, elle a guidé les changements de politique. Elle a amélioré les services. Elle nous a permis de former nos chercheurs et nos étudiants d'une façon différente, d'une façon flexible, avec de la créativité, à leur apprendre à gérer l'incertitude, la peur, à réfléchir sur leur posture éthique, mais aussi leur posture humaine. On n'est pas en retrait, on est comme l'autre citoyen, comme l'autre qui est face à nous. Elle stimule la collaboration internationale, mais aussi nationale, parce qu'il y a eu des réseaux qui ont été bâtis avant, pendant, et qui ont été maintenus après la crise, et ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour continuer. On est parti du terrain, c'est vrai, d'un terrain de crise, d'un terrain où ça pouvait être une recherche-action dans la continuité, mais ça nous a permis de générer des données des fois fragiles, des données incomplètes, des données manquantes, mais des fois des données qui ont contribué à changer les politiques, à les alimenter. Donc, ça a eu un impact. L'impact, il est variable, il peut être très faible, et comme il peut être très important, ça dépend du projet lui-même. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que, et je voulais montrer que la contribution de nos étudiants, elle est nécessaire, elle compte. Leurs travaux ont compté, leurs travaux ont apporté quelque chose d'important. C'est un moteur essentiel pour l'innovation. Ils ont répondu à des défis, ils ont contribué, ils ont senti leur contribution propre. Donc, dans la salle, elle peut en parler, les doctorantes, elle pourra le dire elle-même, si jamais. Et finalement, les partenariats que nous avons pu mettre en place avec les ministères, avec les ONG, avec d'autres institutions académiques, etc., ça a renforcé la crédibilité et la durabilité de ce que nous avons fait. Nous n'avons pas travaillé en isolé et en silo. Nous avons répondu à des besoins des ministères. Nous avons développé le projet de santé mentale dont je vous ai parlé, a débouché sur une formation, un DU, de diplôme universitaire pour des professionnels, avec des diplômes. Et il continue. Et ça a contribué à améliorer le travail des professionnels sur le terrain. Donc,
c'est important. Il y a des défis partagés par ce que nous avons vécu, mais aussi par nos partenaires, mais il y a des apprentissages communs aussi que nous avons pu voir. Nous avons pu innover ensemble. Le projet de partenariat public-privé a été de l'innovation ensemble, avec le secteur privé, le secteur public, les ministères, les autres, choses qui étaient inconcevables. C'était quelque chose d'aberrant. Est-ce qu'on n'allait jamais pouvoir travailler ensemble? Est-ce que ça va se faire? C'était difficile d'arriver à mettre toutes ces personnes ensemble. Les choix collectifs sont réorientés quand on est en crise. On réfléchit différemment, on voit les choses différemment, on les comprend différemment. Et en tant qu'institut académique de santé publique, on s'inscrit dans cette dynamique de vouloir connecter les savoirs, les valoriser, d'amener les étudiants à contribuer, de travailler avec les partenaires, d'alimenter, d'apprendre dans les deux sens et de contribuer à mettre un système plus sain et plus équitable pour tout le monde. Sur ce, je vous termine. J'ai commencé par des photos un peu dramatiques. Je termine avec de belles photos de chez nous. Donc, et j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de visiter et de voir sur vos côtés des choses et non pas l'autre. Je vous remercie et je suis ouverte à toutes vos questions. Merci beaucoup, Michel. Donc, si vous avez des questions ici dans la salle ou en ligne aussi, donc n'hésitez pas. Sur le chat. J'ai arrêté le partage pour que vous pouvez voir s'il y a quelqu'un. Il y avait des... Non, comme ici. Ouais. Là? Ouais. Voilà. J'ai enlevé le partage. Non, il y avait des... Non. C'est bon. Ah, Maintenant, voilà, il faut remplir, ça devra. c'est bon? Ouais, mais on voit pas. Je pense que c'est la fichage. chat. C'est la fichage. Voilà, c'est ça, galerie, ça devrait aller. Voilà. Il y a du monde. Question de la salle? Oui, bon, je peux commencer. Merci beaucoup, Michel, pour cette belle présentation. Ma question, c'est vraiment par rapport à la limite qu'on peut avoir entre l'engagement que vous avez fait montre, vraiment l'activisme, si je peux le dire aussi, et au niveau politique, et la neutralité scientifique qui est souvent un enjeu quand on mène les projets. Dans votre expérience, c'est quoi la limite entre les deux? Trop difficile. En fait, c'est vrai, il y a cette limite qui est très fine et on peut tomber d'un côté ou de l'autre très, très facilement. Et c'est pour ça que quand on monte des projets comme ça, ou quand on fait de la recherche sur les thématiques, on le fait avec beaucoup de précautions. Et on le fait avec les partenaires que j'ai cités, sont des partenaires avec qui nous avons l'habitude de travailler. Donc, c'est des gens avec qui il y a une confiance qui s'est établie. Il y a plus que la confiance, en fait. On est devenu on se connaît tellement bien qu'on est capable de se dire les choses clairement et de façon très transparente. Et que je vous dise qu'il n'y a pas eu de clash, il y en a eu. Mais les choses, la facilité de la communication, elle s'est faite sur ce qui était construit avant. Et donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième élément de réponse, c'est que la neutralité, oui, nous avons toujours essayé, nous sommes dans une université jésuite, catholique, qui s'est toujours positionnée à égale distance de tous les partis politiques. Et au niveau des étudiants aussi, elle est multiconfessionnelle, donc on a des étudiants de tous les partis, absolument tout, et c'est une université qui prend la démocratie. Et donc, nous avons maintenu cette culture où la neutralité est là, et l'université se positionne comme une université qui s'engage pour ses citoyens, quel que soit. Et donc, nous sommes dans cette logique aussi. J'avais une question. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Ça me touche parce que j'ai vraiment eu l'expérience à travers toutes ces crises. Puis je me rappelle durant la Révolution,
quand on était là, il y avait aussi le traitement étatique de l'État parce que déjà le ministère, le Prime Minister, il s'est retiré, puis on n'avait pas confiance au gouvernement. C'était pour ça qu'on avait la révolution, on voulait se débarrasser des politiciens. Mais après, on cherchait la confiance d'une partie, puis c'était la crise Covid, je crois, et vous avez expliqué très bien ça, qui nous a reconstruit cette confiance avec le gouvernement. C'est très important, bien sûr. Un autre point que je voulais soulever, c'est que vous avez mentionné la recherche-action. Est-ce que vous étiez au terrain durant l'application de ces résultats et quelles étaient les difficultés? Effectivement, ce que tu as dit, Racha, au début, la crise de Covid a rétabli la confiance avec le gouvernement parce que c'est l'hôpital gouvernemental qui a pris la plus grosse charge de la gestion et ils l'ont bien fait. Et personne ne peut dire le contraire. Et donc, ça a remis le secteur public sur la table et ça lui a redonné confiance. Maintenant, effectivement, la recherche-action, oui, on était sur le terrain. Les exemples que j'ai donnés, ce sont des projets qui ont été faits en temps réel et en accompagnement de la mise en place des différentes activités. Les défis ont été très nombreux parce que vous savez que dans des projets de cette envergure, par exemple, quand on met des partenaires ensemble qui viennent de milieux différents, publics, privés, d'abord, il y a la volonté des gens à vouloir travailler, il y a la compatibilité entre eux. Ensuite, il y a les moyens. Il y a des institutions qui ont plus de moyens que d'autres, il y en a qui ne trouvent pas l'intérêt, il y en a d'autres qui sont intéressés. Et donc, les défis que nous avons rencontrés, et en fait, pour les dépasser, ce que nous avons fait, je donne un exemple, pour le choix des partenaires, nous avons laissé le choix libre au secteur privé et au secteur public. Donc, nous avons dit, voilà les hôpitaux. Nous avions une idée, en fait, comment on voulait les orienter, mais on a laissé, ça vient de quand on voyait que ça ne collait pas dans notre perspective à nous, on était ouvert. Et donc, s'il y avait une compatibilité, parce que pour une raison ou une autre, ils se connaissaient, les directeurs se connaissaient, chose que nous ne savions pas, on laissait faire. Et donc, ça a renforcé cette collaboration. Donc, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi toutes les difficultés de moyens. Les transports, parce qu'on avait des hôpitaux qui étaient quand même privés publics assez proches, donc ça ne compliquait pas, mais on avait des hôpitaux qui étaient aux antipodes, nord-sud. Donc, ça rendait les choses encore plus compliquées. Et donc, nous avions créé des équipes de soutien pour chaque binôme. Pour chaque binôme, nous avions des personnes clés de référence. Et donc, ce n'était pas géré à un niveau en haut, une seule personne, mais c'était géré sur le terrain. Nous avions des personnes de l'Institut, nous avons certainement un coordinateur du projet en entier, mais nous avions pour chaque binôme des équipes sur le terrain qui étaient en contact continu, direct avec eux, pour résoudre des problèmes au quotidien. Et bon, il a fallu faire preuve de patience, de négociation, de diplomatie, mais il fallait s'adapter parce que les cultures sont différentes. Un hôpital gouvernemental dans le sud, ce n'est pas la même chose qu'un hôpital gouvernemental dans le nord. Et un hôpital privé dans la capitale, ce n'est pas la même chose qu'un hôpital en périphérie. Donc, on a dû s'adapter et on a dû prendre les choses vraiment de façon très progressive. Oui, merci Michel pour ta présentation. Tu as mentionné, entre autres, dans le troisième lieu de collaboration, là, que la COVID avait encouragé des relations entre le secteur privé et public. Et je pense que ceci a pu prendre forme de diverses façons maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, comme je vous l'ai dit, les partenariats qui ont eu lieu pendant le projet Covid, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué et ils ont continué de façon très différente. Un des exemples, je pense que toi tu penses, Lise, c'est le réseau qui a été mis en place par un hôpital privé. C'est un hôpital privé dans la capitale, c'est un des grands hôpitaux en Louvain, et qui a créé un réseau pour mettre en place un continuum de soins, donc de la prise en charge du patient au point où le patient fait la demande jusqu'à la sortie du patient, mais aussi avec son retour à la maison, donc la prise en charge à la maison, tout ça. Et donc cet hôpital a vu cette opportunité durant le Covid et a créé ce réseau en reprenant certains hôpitaux, en soutenant sur le niveau de la gouvernance et avec de la créativité, parce que en reprenant un hôpital public dans le sud, ça s'est fait par, disons, un partenariat, une convention entre les deux institutions, mais ailleurs dans une autre région, c'était un rachat. Donc, un autre hôpital a été racheté. Un centre de santé, un peu ce que vous appelez les CLSC, etc., ont été créés pour créer des liens et les rapprocher.
Donc, il y a des réseaux qui se sont mis en place et cette nouvelle façon de voir ne se limite pas à cet hôpital universitaire, mais commence à prendre forme aussi dans d'autres institutions. Une transformation de l'organisation Et même du du système de panorama, santé qui Et tout le panorama. va se déployer. Sur l'influence des politiques publiques, je me permets une autre Oui, bien question. sûr. Je n'ai pas demandé l'autorisation. Voilà, T'as tous les droits. l'invitation me suit. Pour influencer les politiques publiques, il a été mentionné tout à l'heure, bon, il y a des gens qui changent. Il y a comment on entretient le lien avec les décideurs publics pour arriver à maintenir ce lien continuel avec le gouvernement. Je sais que l'OMS est des acteurs dans cet environnement-là ou c'est simplement le ministère qu'on cherche au Il y a gouvernement? certainement d'autres acteurs. Bon, quand Hassan m'a présenté au début, il a dit que j'avais travaillé sur des projets de réforme dans les années 90, ce qui fait que dans ce projet de réforme, on a créé des liens. Finalement, il y a des gens qui ont fait partie et ces liens sont restés. Donc, les gens qui travaillaient comme moi sur le projet, mais aussi les personnes. Maintenant, effectivement, et comme tu l'as dit, Lise, les gens changent. On a vu beaucoup de ministres, on a vu beaucoup d'équipes, on a eu une constante. En fait, on a créé des liens et on a créé une certaine crédibilité en tant qu'université, mais aussi en tant qu'institution avec nos partenaires, qui fait que même s'il y a un changement, il y a certaines constantes qui restent et on arrive à créer de nouveaux liens avec une nouvelle personne qui sont là. Donc, les ministres partant, l'ancien ministre qui était durant Covid était professeur au doctorat. Le nouveau ministre actuel, nous avons créé des liens avec lui, nous avons participé avec lui à l'Assemblée générale de l'OMS, donc on a créé des liens. L'OMS, il y a des nouveaux représentants qui viennent, mais il y a des constantes. Donc ces personnes-là assurent la continuité. Les ONG, nous travaillons de près. Le Liban est un petit pays, tout le monde se connaît. Donc le réseau s'entretient, mais ça prend un effort, ça prend une volonté de vouloir garder ces liens. Sinon, c'est dans les deux sens. Il faut qu'on arrive vers nos partenaires et ça demande beaucoup vraiment d'implication à ce niveau-là. Et bien, ça prend aussi des partenaires. Et c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner. Dans tous nos projets, on essaye de ne pas travailler seul, mais d'avoir des partenaires tant à l'interne de l'université, mais aussi à l'externe. Étatique, mais universitaire. Ça prend beaucoup d'efforts, mais c'est une des valeurs sur lesquelles on a bâti notre institut, c'est de dire on ne travaille pas seul, on travaille avec les autres. Difficile, oui, il y a une volonté, parce qu'on peut avoir la volonté, mais en face de nous, les autres peuvent ne pas l'avoir. Donc des fois, on force. On force la main des gens. Merci pour la présentation. C'était un peu ma question, en fait, un peu parce qu'on parle de partenariat et que c'est très important de se complémenter, mais en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Et c'était un peu les défis, parce que bon, quand on parle des ministères, quand on parle de l'OMS, ils ont aussi leurs priorités, ils ont aussi leur budget. Donc, c'était un peu quels étaient les défis ou comment faire pour eux qui est aussi un point d'entente commune et puis commun. En fait, pour ajouter à ce que je viens de dire, quand il y a le nouveau ministre, quand il est venu en place, on a été le voir. Donc, on s'est présenté, on a dit voilà, nous sommes une institution, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on a déjà fait. Et on met à la disposition du ministère nos ressources, nos moyens. Dites-nous ce dont vous avez besoin en termes de formation, en termes de recherche. On est prêt à ça. Le ministère a beaucoup de données. Et donc, ce serait intéressant pour lui qu'il y ait un win-win. Et on s'aligne. Bon, il y a des fois, il y a des sujets auxquels nous ne pensons pas, mais qu'il y a un intérêt. Mais on s'aligne là-dessus parce que ça a une utilité pour eux et on peut de cette façon, on contribue. Donc, on voit avec le ministère sur quel créneau ils souhaitent qu'on soit et comment est-ce qu'on peut. Et si on a les capacités et les compétences à ce moment-là, on avance. Et donc, on met à la disposition de ces institutions étatiques nos moyens et nos ressources pour pouvoir les soutenir. Et le ministère, récemment, est sur cette logique de partenariat avec l'académie, parce qu'il voit l'utilité des choses. Autre question? Une question. Merci pour la présentation. Les volets de la sécurité des étudiants.
Ouais, quand on doit faire des études de moment de crise, je pense que c'est un nouvel défi pour le prof parce que je pense qu'il y a eu toujours des problèmes d'éthique ou d'éthique, mais je pense que c'est un nouveau problème. Effectivement. C'est très bien. Ouais. Des histoires. Déjà, avant de penser à faire les projets qu'on a fait sur le terrain, nous en avons débattu, nous avons discuté avec la gouvernance de l'université, avec le comité d'éthique, et nous avons réfléchi à la question sécurité, est-ce que ça se fait, ça se fait pas, à quel moment, comment faire, comment préparer nos étudiants. Donc, nous avons préparé à l'avance, les former, qu'est-ce qui peut se dire, qu'est-ce qui ne peut pas se dire. Et ça a été fait de façon collective, pour point de rencontre. On a assuré le transport, on allait tous ensemble. Et tout le monde était présent, tout le monde quittait en même temps. Et il y avait des consignes. S'il y a quelque chose, ça dégénère d'une certaine façon, voilà les consignes. Et si pour une raison, on doit se séparer, voilà le point de rencontre. Il y avait des groupes WhatsApp, donc on était en communication continue. Avant d'aller sur le terrain, on avait l'accord du comité d'éthique pour tout ce que nous allions faire. Donc, on prenait le consentement des personnes, les outils étaient validés. On avait l'accord de la gouvernance de l'université qu'on pouvait faire l'activité. Donc, c'était vraiment très, très contingenté comme décision avant d'aller sur le terrain. Et c'était volontaire. Donc, on ne pouvait pas obliger nos étudiants. Il y avait des étudiants qui étaient mal à l'aise, il y avait des étudiants qui avaient peur, il y avait des étudiants qui ne se sentaient pas capables. Et donc, ce n'était pas obligatoire. On faisait avec ceux qui étaient là. On ne pouvait pas forcer sur ces choses-là. Mais ce qu'on faisait pour ceux qui n'étaient pas présents, ou qui ne pouvaient pas, ou qui avaient peur, il y avait un retour et un transfert d'expérience en classe par rapport à ce qui a été fait pour permettre à tout le monde d'échanger et de comprendre. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui, peut-être dans la même lancée que ce que Federica disait, l'implication des étudiants, ça c'est vraiment comme une innovation intéressante avec tous les aspects sécuritaires dont vous avez parlé. Mais comme opportunité, vous avez évoqué aussi le fait d'innover en termes de méthodologie, validée bien sûr par les pairs. Et comment ce changement a été perçu dans le milieu scientifique, je veux dire, quand on sait qu'il y a des gens qui sont un peu résistants au changement, la routine qu'on avait d'habitude, est-ce que le fait d'innover et d'apporter de nouvelles réflexions, ça a posé un souci d'acceptabilité ou c'était quelque chose qui était partagé facilement? Je ne pense pas qu'il y a eu un problème à ce niveau-là parce que, en fait, tout le monde était dans l'innovation, tout le monde était sur le terrain, tout le monde était dans une perspective qui était totalement différente. C'est pas, les exemples que j'ai donnés sont propres à l'Institut, mais ce n'était pas seulement l'Institut. Parce qu'on descendait, on avait des collègues de l'université américaine, on avait des collègues de l'université arabe, on avait des collègues de partout, on avait des étudiants des écoles, donc ce n'était pas limité à nous, mais c'était un mouvement qui était généralisé, et chacun en fonction des thématiques, des besoins, etc. Et c'était intéressant de voir ces différents échanges. Je pense que c'était une dynamique qui s'est mise en place et qu'elle est venue naturellement. Donc, on n'a pas vu de la résistance. Mais probablement que s'il n'y avait pas eu la crise et qu'on aurait voulu essayer de faire une telle expérience, je pense que là, on aurait vu un blocage. Je pense. Je me trompe peut-être, mais intuitivement, je dirais que peut-être qu'on aurait vu. J'ai une question à la suite. En fait, moi, j'ai des petites questions. Comme ça, j'apprends. La première, justement, ça rejoint un peu ta question. Moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est comment faire pour éviter de romantiser la crise. Par exemple, on le voit par exemple pour les étudiants et étudiantes en santé mondiale, pas juste. Il y a tout un peu le syndrome de sauveur, etc., qui fait que la crise devient un objet romantique. Dans le sens un peu, on veut aller faire de la recherche parce qu'on est sûr et certain qu'on va sauver le monde. Et surtout qu'on oublie souvent des fois que, par exemple, comme étudiant, dans un contexte de crise étudiante, parfois on monopolise aussi certaines ressources qui pourraient largement être déployées ailleurs, en fait. Ça, c'est un peu où est la limite de faire de la recherche dans un contexte de crise, mais en même temps, le fait de tomber dans ce romantisme un peu qui peut, parce qu'à la fin de la journée, ça s'appelle une crise, il y a des tragédies humaines derrière. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le mot crise est vraiment suffisant dans le sens où la crise devient le nouveau normal? Est-ce qu'on est, par exemple, actuellement, comment dire, en termes conceptuels, méthodologiques, etc., ou même théoriques,
encore à parler de crise dans un milieu, enfin, dans un moment ou dans un contexte où la crise est vraiment la norme, le quotidien des gens, où vraiment on atteint une sorte d'impasse conceptuelle théorique, il faut qu'on invente en fait d'autres concepts. Non, justement, tu as dit tout à l'heure que le mot résilience, tout sur les nerfs, là, je reformule, mais je reprends celui. Merci. Merci. En fait, tu as dit une phrase, on se croit sauveur, on sauver le monde. Alors, je pense qu'en tant que bon Libanais, on a compris très, très, très tôt qu'on ne sauve rien du tout. Et donc, je ne pense pas que la question de ce concept, même au niveau des étudiants, quand on vit la crise, et la crise est un mot qui est faible. Juste par parenthèse, je parle pas forcément des locaux. Oui, Ça, je oui, parle oui. davantage de perspective. Oui, je comprends. Mais pour ta deuxième question, le terme crise, à mon avis, est très faible. Parce que ça peut être tragédie, ça peut être, et comme on l'a vu, le spectre est très variable. Mais je pense que pour les étudiants, comme ils ont vécu ces situations, comme tout le monde d'ailleurs, dans le quotidien, je vais essayer c'est une question difficile. En fait, si je prends ma génération a vécu depuis 75 jusqu'à aujourd'hui différentes choses. Et donc, on a quand même un peu plus de recul par rapport à ce qu'on voit et on a plus d'expérience en termes de réaction, d'analyse par rapport à la génération d'aujourd'hui, des jeunes qui sont là. Mais ce qui est très, très flagrant chez les jeunes, et quand on débat avec eux, ils ont une autre perspective des choses. Ils voient les choses d'un autre angle. Nous, on le voit encore du prisme de ce que nous, on a vécu. Eux ne veulent pas ça. Eux, ils veulent une rupture. Tout ce qui est venu avant, eux, ça ne les concerne pas. Tout ce qui se fait maintenant, ça, c'est leur perspective à eux. Et ils ne veulent pas être mêlés à ce qu'il y a avant. Donc, eux, ils analysent dans leur valeur à eux, dans leur concept à eux, dans leurs moyens à eux. Et ça rend les choses compliquées parce que ça nous demande à nous d'encore faire du recul par rapport à ce que nous, on a dans notre tête et dans notre façon de voir et de se projeter dans quelque chose qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on connaît. Eux, bon, ils ont le côté technologie, tout ça, les réseaux sociaux pour échanger, pour se soutenir, chose que nous, encore peut-être, bon, on est là-dedans, mais pas autant. Donc, ce qui fait que pour ces jeunes-là, ils vivent au quotidien, ils vivent une certaine situation, ils ont du mal. Si je regarde bien, ils ont plus de mal que nous sur le plan santé mentale, je vais dire résilience, à se tenir debout. Ils ont beaucoup plus de mal. Et les ressources dont ils ont besoin viennent de nous, finalement. On les ramène vers eux pour... Et c'est là où on joue le rôle du tampon en disant, vous n'allez rien sauver du tout. Et on leur économise ce tampon. On a certainement, il y en a encore certains, il y a beaucoup de jeunes qui ont cet aspect, mais très vite, ils reviennent sur terre. Pour la deuxième question, effectivement, comme je disais, le terme crise, pour moi, il est faible. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu utiliser. Il faut certainement réinventer des concepts. Il faut aller creuser dans les concepts et voir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Est-ce qu'ils ont le même sens pour moi et pour vous? Comme ça a des sens très différents. Est-ce que ça couvre effectivement ce qu'on veut? On parle de résilience, on parle de crise. Est-ce qu'il y a autre chose que résilience? Moi, pour moi, résilience, c'est rester dans sa zone de confort. Pour quelqu'un d'autre, résilience, c'est rebondir. Pour moi, non. Pour moi, en tant que Libanaise, donc citoyenne, je peux me mettre dans les deux, mais en tant que Libanaise aujourd'hui, être résilient, c'est ne rien faire, c'est baisser les bras. Or, c'est pas comme ça que je vois les choses. Mais je pense qu'il y a à creuser sur les concepts. Je pense qu'on les prend pour acquis. C'est-à-dire qu'on prend un concept, il est traité au Canada, il est traité en Europe, il est traité partout, on le prend tel quel. Mais je pense qu'il y a des nuances à faire là-dedans et voir qu'est-ce qu'il y a à apporter, contextualiser par rapport aux cultures, par rapport au moment d'utilisation. D'autres questions, commentaires? Il y a quelqu'un? Non? Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Ah, quelqu'un qui a levé la main. Ranim. Vas-y, Ranim. Activez votre micro, s'il vous plaît. Ranim, tu es muted. Non.
Non, c'était sur. Ah oui, d'accord. Il me reste encore 4 minutes pour une question ou deux. Est-ce que. Oui, je sais qu'il y a une question. Tu peux y aller. Parce que je pense que dans votre question, il y avait les conseils aussi des gens qui viennent de notre pays. Ouais, c'est Pour ça. la recherche dans un milieu où il y a une situation difficile, on peut définir crise pour les crises de d'autres pays. Est-ce qu'il y a en place pour ça aussi? Parce que justement, les étudiants vivants, c'est vrai, ils vivent quand même dans leur quotidien aussi la situation. Mais mettons, un professeur ou des étudiants, des partenaires qui viennent ou qui viennent collaborer en recherche, mais qui vivent dans leur quotidien. Est-ce qu'il y a quand même une place pour ça ou c'est... Non, il y a de la place pour ça, c'est certain. Maintenant, il y a des contraintes. Effectivement, nous avons des étudiants internationaux à l'université, on a des enseignants internationaux, mais il y a des contraintes et ces contraintes sont imposées par les ambassades de ces pays-là. Donc, si l'ambassade met des contraintes en disant pas de déplacement, pas de ne pas se rapprocher sur le terrain ou rapatriement, etc., on est obligé en tant qu'université d'accepter. Mais ça ne veut pas dire que derrière ça, l'enseignant étranger ou l'étudiant étranger ne peut pas contribuer en interne. Voilà. Mais il y a toute la question de la sécurité, donc on est obligé de prendre en considération. Et il y a eu des étudiants étrangers. 2 minutes, donc une autre question. Moi, j'en ai une. Michel, en fait, il y a une question. Ah, très bien. Oui, tu peux la dire. Oui. Une question de Joseph Saliba. Un étudiant français. Je vais lire la question. Pour ma part, en tant qu'étudiant en santé publique à l'USG, ma résilience se traduit par le fait d'être encore présent aujourd'hui et de poursuivre ma formation. Afin de pouvoir servir ma communauté, je tiens à remercier encore une fois professeur Asmar pour cette présentation inspirante, ainsi que pour sa contribution à notre résilience au Liban, une résilience qui consiste à ne jamais céder et à toujours viser plus haut. C'est très bien dit, un très bon témoignage. Merci, Joseph. Vous m'avez fait, comment dire, oublier ma question. C'est l'effet et l'émotion, je pense. Oui, c'est ce que je l'avais dit, c'est l'émotion du commentaire. Donc, oui, mais je l'ai maintenant. Juste avant de finir, Michel, c'est comme ici, on a aussi, comme communauté académique, on fait face à un défi majeur, je pense, unique, qui est toute la question de contexte de la post-vérité actuellement. La recherche, le rôle de la recherche, de l'académique, etc., est questionné dans la société. Justement, en contexte de crise, comment vous faites face à déjà le contexte politique fait que c'est très, très complexe de produire des données et de convaincre le politique. Et là, si on rajoute à ça un peu toute la littérature de politique sur le désastre, il y a aussi des acteurs politiques qui profitent de ce contexte de crise parce que c'est des opportunités politiques pour eux. Et toute la question aussi des théories du complot, de la désinformation. Comment vous gérez ça dans votre vie? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que nous sommes sur le terrain depuis pas mal de temps, on a créé des liens de confiance, donc on a accès facilement. Nos étudiants ont accès facilement, on arrive à ouvrir des portes qui normalement ne s'ouvrent pas facilement. On a créé des réseaux où on échange entre ce que nous avons, ce que les autres ont. La problématique, elle est sur la qualité des données, la complétude des données, mais elle est aussi sur la question de l'aspect données délicates. Qu'est-ce que je peux utiliser, qu'est-ce que je ne peux pas utiliser, et qu'est-ce que je peux dire quand j'analyse ces données-là, qu'est-ce que je ne peux pas dire, donc sous quelle forme je dis. Il y a des choses qui sont flagrantes, et je peux le dire de façon brusque, mais dans le contexte dans lequel on est, il y a à savoir arrondir les angles, à dire les choses de façon plus diplomate, ne pas marcher sur plutôt marcher sur des œufs en disant certaines choses, mais et c'est ça qui rend c'est cette partie-là qui devient difficile. Donc, comment est-ce que je traduis mes résultats d'une façon acceptable, d'une façon simple, comment je vulgarise, pour qu'elle soit à la portée de tout le monde,
et sans porter offense à qui que ce soit, parce que du moment où il y a un blocage quelque part, ça veut dire que j'ai occulté une partie de ce qui peut être utile dans mes recherches futures. Donc, j'ai besoin d'être à égale distance de tout le monde. Et ce n'est pas une chose facile. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Michel, pour cette conférence et la richesse de ton partage aussi, ta générosité. Donc, sur ce, nous arrivons à la fin de cette conférence, midi-conférence du Centre de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Et merci beaucoup, Michel, pour et merci aussi à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. À très bientôt.